Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, mes chers collègues, mes chers amis, la radiologie de Constantine a le plaisir de présenter aujourd'hui un modeste travail concernant la luxation de l'épaule. La luxation de l'épaule est un diagnostic clinique, avant tout. Le radiologue s'attache à mettre éventuellement en évidence des signes en faveur de lésions malformatives qui pourraient expliquer la récidive de la luxation. Nous allons commencer par les examens les plus simples, les moins traumatisants, donc toujours radiologie conventionnelle. Et comme on a la chance d'avoir deux épaules, il faut toujours comparer, au moins de doute comparer, faire des incidences supplémentaires. L'essentiel, c'est d'arriver à poser un diagnostic. Nous allons donc commencer par les examens conventionnels. Donc c'est la radio standard face profil qu'on va expliquer par la suite, et ce sont mes collègues qui vont s'en charger. Après, on passera à l'échographie, et nous verrons ensemble que l'échographie apporte beaucoup de signes qui peuvent faire progresser le diagnostic. Après l'échographie, c'est le scanner. Donc le scanner, comme vous le savez, il y a des rayons, et on est obligé parfois d'injecter. Là, c'est beaucoup plus la radiologie invasive, et on y va avec prudence. Et enfin, on ira à l'IRM, qui, elle, constitue la méthode de choix. Tout de suite, la parole à mon collègue. Monsieur le Président, honorable assistance, avant d'entamer le volet imagier, un bref rappel anatomique est nécessaire vu que l'interprétation des examens radiologiques de l'épaule fait appel à des notions précises. L'épaule comprend l'articulation gléno-humérale et l'articulation acromioclaviculaire. La mobilisation de l'épaule fait aussi intervenir l'articulation sternoclaviculaire et deux pseudo-articulations. C'est les espaces sous-acromio-deltoïdiens et scapulothoraciques. L'articulation gléno-humérale est une articulation glénoïdienne sphérique, comprend des éléments osseux qui sont la tête humérale, qui a la forme d'un tiers de sphère, incluant un tubercule majeur, c'est le trochitaire, un tubercule mineur, c'est le troquin, et un sillon intertuberculaire. Le deuxième élément osseux, c'est la cavité glénoïde de la scapula. Vu sa faible surface articulaire, et afin d'assurer la congruence entre la cavité glénoïde et la tête humérale, il existe un autre élément qui est le bourrelet glénoïdien. C'est un anneau fibrocartilagineux inséré sur le pourtour de la cavité glénoïde. Ce bourrelet, sur son insertion antéro-supérieure, qui est caractérisée par qui est lâche, donc elle peut autoriser un décollement qui peut être physiologique. Une autre variété anatomique, c'est l'absence du bourrelet antéro-supérieur et l'existence d'un ligament gléno-huméral moyen tendu comme une corde. C'est le complexe de Bufford. La capsule articulaire, qui fait partie des moyens d'union, c'est une mince couche fibreuse. Elle s'insère en postérieur sur le bourrelet, et les types d'insertion capsulaire antérieure ils peuvent se faire sur 3 niveaux. La face périphérique du bourrelet, la jonction bourrelet-glane ou à distance. Cette capsule a besoin d'être renforcée. Elle est renforcée par les ligaments gléno-huméraux. Nous avons le ligament gléno-huméral supérieur, le ligament gléno-huméral moyen et le ligament gléno-huméral inférieur. À noter qu'il existe aussi une autre structure ligamentaire, c'est le ligament coraco-huméral. Cette capsule doit être lâche pour autoriser les mouvements de l'humérus. Afin que l'humérus ne tombe pas, il existe d'autres structures, ce sont les muscles de la coiffe des rotateurs. Sur cette vue postérieure, nous avons le supraépineux, l'infraépineux et le petit rang. Sur celle-là, c'est le muscle subscapulaire. D'autres vues, c'est l'origine du muscle subscapulaire, une vue antérieure du muscle subscapulaire et la terminaison du muscle subscapulaire. Sur cette diapositive, nous avons des vues antérieures
latérale et postérieure du muscle supraépineux. Le muscle infraépineux, une vue latérale et une vue postérieure. Le muscle petit rond, une vue latérale et une vue postérieure. Une autre vue antéro-supérieure démontrant le muscle supraépineux et le muscle infraépineux. Une autre vue démontrant la portion intra-articulaire de la longue portion du biceps. Sur cette diapositive, nous avons une vue d'ensemble de l'articulation gléno-humérale. Au milieu, c'est la cavité glénoïde, le bourrelet glénoïdien, la capsule articulaire, le tendon supraépineux, le tendon sous-épineux et le petit rond. Et le subscapulaire. Ainsi, il faut aussi rappeler les structures osseuses qui sont l'acromion et la coracoïde. La deuxième articulation, c'est l'articulation acromioclaviculaire. Il faut juste noter que c'est une diarthrose qui relie l'acromion à la clavicule. Concluons avec l'anatomie par un bref rappel de quelques notions d'anatomie fonctionnelle. L'épaule est dotée d'une grande mobilité dans les trois plans de l'espace, axial, frontal et sagittal. Cette grande mobilité explique en partie la grande fréquence des récidives de luxation. On va rappeler maintenant succinctement des notions de radioanatomie normale en insistant sur les radiographies standards. Pour les radios standards, on insiste sur l'importance de la bonne qualité des clichés, c'est-à-dire qui assure un bon diagnostic. Ainsi, on insiste sur le fait que l'examen soit comparatif et bilatéral. Ces radios standards permettent de porter le diagnostic de luxation, de détecter les lésions osseuses de la tête humérale, de détecter les lésions du rebord glénoïdien antérieur. Alors, on a intérêt de multiplier les incidences radiographiques pour ne pas passer à côté d'une lésion osseuse qui explique ainsi la récidive de la luxation. Le bilan comporte d'une façon courante les trois incidences de face, à savoir la rotation neutre interne et externe, l'incidence de garde qui a l'avantage d'être pratiquée sans immobilisation de l'épaule et le profil glénoïdien. Concernant l'incidence de face, c'est la radiographie de référence. On insiste ici sur l'importance d'une bonne qualité des clichés. Alors, pour le rayon incident, il y a double obliquité, une obliquité latérale en 45 degrés en oblique postérieure. Cela assure d'une part le défilement de l'interligne articulaire et d'une autre part l'aspect cupuliforme de la cavité glénoïde. Deuxièmement, une obliquité crânio-caudale avec un rayon descendant de 20 à 30 degrés qui assure un dégagement de l'espace acromio-huméral. Alors, ça c'est l'épaule à radiographie. On voit que la face postérieure de l'épaule est contre la table et qu'elle fait un angle de 45 degrés avec la table. C'est important. Le rayon incident présente ici une obliquité crânio-caudale. Il est un peu oblique. Bon. Pour le résultat, ici c'est un cliché de face en rotation neutre. Alors, on montre tout d'abord les deux critères de qualité. Aspect cupuliforme de la cavité glénoïde, c'est ça la cavité glénoïde en 4, l'aspect cupuliforme. Le deuxième critère de qualité, c'est cet espace acromio-claviculaire, ça en 7, il est dégagé de toute superposition osseuse. Ce sont les deux conditions essentielles d'une épaule de face. Les autres structures, ça c'est le troquin avec sa facette supérieure. Ici, ça plutôt le trochitaire, ça c'est le troquin qui est vu du profil. La tête humérale, l'acromion, l'interligne articulaire en 8, 6 c'est la clavicule et 5 c'est l'acromion.
Incidence de face en rotation interne, c'est le deuxième cliché. Il présente un intérêt dans la visualisation de la face postérieure de la tête humérale. C'est très important. On voit ici le trochiter. On a ici le trochiter. Bon. Je m'excuse, c'est un peu... Il ne faut pas appuyer. Bon, en 1, c'est la façade supérieure du trochiter. En 2, c'est la lèvre interne du troquin. Et en 3, c'est la gouttière bicipitale. Le profil glénoïdien ou bien l'incidence de Bernadjoux, c'est le profil le plus intéressant et le plus important parce qu'il permet une visibilité du rebord glénoïdien antéro-inférieur et ce rebord qui est le plus souvent lésé au cours des luxations récidivantes de l'épaule. Alors, pour la technique, c'est l'épaule contre la table, bras en élévation complète ou main sur la tête, avec une orientation oblique antérieure à 30 degrés, un rayon directeur incliné de 30 degrés vers les pieds, centré sur l'acromion. On insiste sur toujours l'intérêt d'une bonne technique. Pour le profil glénoïdien, plutôt résultat. Premièrement, on a coracoïde. En 2, c'est la clavicule. En 3, c'est l'acromion. En 4, c'est l'épine de l'omoplate. En 5, ce sont les 2 tiers inférieurs du rebord glénoïdien antérieur. Et en 6, c'est le tiers supérieur du rebord glénoïdien antérieur. Alors, il faut dégager cette partie-là. Cette partie, cette partie-là qui est importante ici, ce sont les 2 tiers inférieurs du rebord glénoïdien antérieur qu'il faut dégager. C'est là le siège des fractures. Alors, ici c'est une variante du profil glénoïdien, ce qu'on appelle le profil glénoïdien dépassé. Ça c'est un profil glénoïdien. On voit ici les 2 tiers inférieurs du bord antérieur de la glande. Et ça, ce profil glénoïdien dépassé permet un étalement encore plus important de ce rebord. Pour l'incidence de garde, comme on a dit, elle a intérêt de faire une incidence radiologique sans mobilisation du malade. Son intérêt est le dégagement satisfaisant de la face postérieure de la tête humérale et des rebords glénoïdiens. Alors, pour le profil de Bloom-Obata, il ne nous intéresse pas dans les luxations récidivantes antérieures, mais beaucoup plus, c'est l'étude des luxations postérieures. L'intérêt, c'est l'étude de l'instabilité postérieure de l'épaule, surtout la recherche d'une fracture enfoncement de la face antéro-supérieure de la tête humérale. Pour l'échographie, il faut dire que l'échographie a son intérêt dans la détection des lésions de la coiffe des rotateurs qui sont souvent associées à la luxation récidivante ou bien, d'une façon générale, aux instabilités antérieures de l'épaule. Ici, on montre tout simplement une coupe horizontale avec un abord postérieur de l'épaule. On voit ici ce triangle hyperéchogène, ici en blanc, qui représente une section du bourrelet. Ça, c'est le bourrelet postérieur. Ça, c'est la tête humérale. Et là, c'est la glande. On voit bien le bourrelet. On peut détecter des insertions postérieures seulement du bourrelet glénoïdien. Eh bien, la coupe, elle se fait à ce niveau-là. Et comme on montre ce schéma, ça, c'est la face postérieure de l'épaule. Ça, c'est la sonde qui est portée d'une façon horizontale. Pour la tomodensitométrie, c'est un examen très important. Alors, pour la détection des lésions osseuses, on le fait sans injection de produits de contraste, c'est-à-dire une TDM sans arthroscan. Elle a son intérêt beaucoup plus dans un bilan pré-thérapeutique. Elle présente 2 intérêts. C'est la détection des lésions osseuses qui ont passé inaperçues sur les radios standards et qu'on suspecte cliniquement une instabilité antérieure. Et le deuxième intérêt, c'est la bonne étude du complexe capsulo-labro-ligamentaire. Pour la technique, bien sûr, avec un examen, avec un scanner spiralé, on fait des coupes nominales de 1,1 mm avec un pitch de 0,7 et avec une injection du produit de contraste. Généralement, on fait 2 séries, des coupes avec rotation interne et des coupes avec rotation externe pour bien remplir tous les résuscitus synoviaux. Dans cette coupe transversale, la première coupe transversale passant par le tiers supérieur de la tête humérale,
Ici, c'est le troquin. Ça, c'est la longue portion du biceps. En 3, c'est l'acromion. En 13, c'est le bourrelet antérieur avec le ligament gléno-huméral moyen. Et là, c'est la glène. Ici, c'est la glène. Ici, c'est le muscle subscapulaire. Bon, dans cette coupe transversale passant par le tiers moyen de la tête humérale, on voit en plus le troquin en 5, on voit en 9 la chambre postérieure articulaire, en 11 le récissus du subscapulaire, et on voit bien en 8 le bourrelet glénoïdien antérieur dans sa forme triangulaire habituelle, ainsi qu'on voit le bourrelet postérieur qui est un peu mousse ici. Ça, c'est une coupe transversale passant par le tiers inférieur de la tête humérale. On voit beaucoup plus ici le ligament gléno-huméral moyen pour montrer que l'arthroscan permet de bien détecter tous les éléments ligamentaires ainsi que capsulo-labral. Dans la reconstruction sagittale oblique passant par l'interligne articulaire, on voit en 2 la coracoïde, en 6 le bourrelet glénoïdien, en 14 le subscapulaire, en 10 le ligament gléno-huméral inférieur et en 1 c'est l'épine de l'omoplate. Reconstruction coronale oblique passant en arrière de l'insertion du long biceps, on voit en 6 le bourrelet glénoïdien antéro-supérieur et en 7 c'est ce qu'on appelle le récissus sous-labral. La connaissance de ce récissus permet d'éviter de porter en excès le diagnostic de désinsertion du bourrelet. C'est un récissus qui est tout à fait physiologique et ça pose un diagnostic différentiel avec une désinsertion du bourrelet. En 11, c'est le tendon de la longue portion du biceps. Dans la reconstruction coronale oblique passant par la partie antérieure de la coiffe de rotateur, on voit toujours le bourrelet, ainsi en 9 la chambre supérieure et en 12 le tendon du sus épineux. Bon, ça c'est pour la coupe qui passe par la jonction tiers supérieur, tiers moyen de la cavité glénoïdienne à gauche, non-accolement physiologique du bourrelet postérieur. Ça c'est un aspect qui est tout à fait normal. Pardon. Dans la coupe passant par la jonction tiers supérieur, tiers moyen de la cavité glénoïde, on voit un aspect en marge d'escalier du bourrelet antérieur. Tout cela, ce sont des variantes anatomiques qu'il faut connaître. Aspect en marge d'escalier ici, du bourrelet antérieur. C'est ça, c'est une variante. Alors, pour l'IRM, malgré sa grande sensibilité pour le diagnostic des lésions concernant le complexe capsulo-labro-ligamentaire ainsi que les lésions cartilagineuses, il reste quand même un sujet de controverse concernant la prescription en deuxième intention. Est-ce qu'on prescrit un arthroscan ou une IRM? Cependant, l'IRM a toujours l'avantage de bien étudier le bourrelet glénoïdien, elle est supérieure au scanner. Dans cette coupe transversale, en écho de spine T1, passant par la partie moyenne de la glène, on voit en 19 la longue portion du biceps, en 15 le ligament coraco-huméral, en 8 c'est la coracoïde, en 17 on voit le ligament gléno-huméral moyen et on voit les bourrelets antérieurs et postérieurs. On voit bien le bourrelet antérieur et le bourrelet postérieur. Et le bourrelet postérieur. C'est bien. Bon, il faut savoir qu'en IRM, les ligaments, le bourrelet ainsi que la capsule apparaissent toujours en hypersignal, c'est-à-dire en noir. Cette coupe transversale, en écho du spine C1 passant par le tiers inférieur de la glène avec une injection intra-articulaire de sérum physiologique et de gadolinium, on voit très bien les récissus articulaires. On voit les récissus articulaires. Bon, en 19, c'est la longue portion du biceps. En 2, c'est le troquin. Et on voit en 36 le cartilage. 31 et 32 indiquent les bourrelets antérieurs et postérieurs. Pour la coupe coronale oblique, en écho de spine T1, passant par à hauteur de la longue portion du biceps, on voit le récissus sous-labral en 33, numéroté 33.
Bon, ce sont des notions de radioanatomie qui ne sont pas exhaustives, bien sûr. Concernant la pathologie, dans ce cliché, on voit une luxation antéro-interne sous-coracoïdienne de l'épaule. Alors, ça c'est la glène, ce qui est en ellipse. Ça c'est la tête humérale. Ça c'est la coracoïde. On voit la tête humérale qui vient en intérieur. Bon, dans cette coupe, un profil glénoïdien dépassé, on voit une fracture du rebord glénoïdien antéro-inférieur avec un gros fragment détaché là. Cette coupe, une incidence de face en rotation intermontrant la fracture tassement de la partie supérieure postérieure de la tête humérale en flèche noire. Ici, on voit une désinsertion du bourrelet antérieur et un non-accolement physiologique du bourrelet postérieur. Ici, une désinsertion du bourrelet antérieur toujours, là. On voit en IRM une coupe axiale unicole de gradient T2, une rupture du bourrelet antérieur qu'on ne voit pas ici, une fracture antérieure de la glène, ainsi qu'une encoche de Hill-Sachs ou bien l'encoche de Malgani. C'est un tableau complet de l'instabilité. Et enfin, une fausse image de fissure du bourrelet antérieur liée à la projection du ligament gléno-huméral moyen en flèche. C'est un diagnostic différentiel. Ce qu'on voit en flèche, c'est un ligament gléno-huméral et non un bourrelet désinséré. Conclusion pour vous. Alors, en conclusion, la confrontation entre éléments cliniques et radiologiques est essentielle. Il est aujourd'hui possible d'analyser les différentes structures de l'articulation grâce aux nouvelles techniques radiologiques, échographie, TDM et IRM. Toutefois, la radiologie conventionnelle demeure l'examen de première intention. J'insiste sur une chose, et je m'excuse, on a été un peu ennuyé vis-à-vis de l'auditoire. La reconnaissance parfaite de l'anatomie est essentielle pour un radiologue. Nous vous remercions.